Bienvenue petit poulpe argenté. Tu es à bord de l'Octopus et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Passionnée par l'humain, j'aime réfléchir, agir et faire des liens pour son bien-être et celui de la planète. Je t'embarque avec mon équipage pour découvrir les profondeurs de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Ensemble, nous allons naviguer à travers des médecines, des thérapies et des sujets engagés pour une santé holistique. Et pour en savoir plus, je t'invite à écouter la toute première chronique. Alors c'est parti, mettons les voiles pour devenir acteurs de notre bonheur. Ah, et dernier message avant de prendre le large. The Octopus a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Alors, si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Amphrey qui nous présente l'éthiopathie. L'éthiopathie est une pratique thérapeutique manuelle du corps qui s'appuie autant sur des fondamentaux techniques que sur une méthode de raisonnement systémique. La communication et l'interconnexion sont les grandes qualités de cette pratique. Stéphane nous explique comment cette thérapie nous aide sur plein de problématiques. Problèmes de dos, problèmes hormonaux. Quels que soient vos maux, l'éthiopathie va agir sur votre mobilité pour une meilleure santé. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le site www.ethiopathie.com. Pour finir, si je devais retenir un mot-clé de cette interview, c'est la communication. Pour trouver son équilibre, le corps humain communique intelligemment dans ses systèmes et entre ses systèmes. Et si cette intelligence communicative pouvait inspirer l'humanité pour un meilleur équilibre dans la société? Douce écoute. Bonjour Stéphane. Salut Marine. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler d'éthiopathie et pour commencer cette interview, je vais te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Stéphane. Entre autres choses, je suis éthiopathe, diplômée de la faculté d'éthiopathie de Bretagne. J'ai été diplômée en 2012, après 6 ans d'études. Ensuite, j'ai ouvert mon cabinet à Montréal en 2014. Je suis aussi une maman depuis 2015 et suite à ça, la grossesse, l'accouchement, j'ai aussi fait une formation d'accompagnante à la naissance en 2018 à Montréal. Et puis actuellement, je suis en année sabbatique en fait sur un voilier, donc c'est tester autre chose, changement de vie, profiter de temps en famille, passer du bon temps et voir un peu qu'est-ce qu'on fait, où on le fait, comment on le fait, se poser toutes ces questions-là, quoi. D'accord, donc se recentrer un petit peu sur soi en ce moment. Exactement. Et tu faisais quoi avant d'être éthiopathe? En fait, comme les études durent 6 ans, finalement, j'ai commencé les études après avoir fait des études de médecine où je voulais être sage-femme. Donc en fait, j'ai eu mon bac, j'ai fait la première année de médecine pour être sage-femme et puis ça n'a pas fonctionné. Et en fait, j'ai découvert l'éthiopathie en me blessant, finalement, tout simplement. Et j'ai embarqué dans les études d'éthiopathie suite à ça. Donc, j'ai pas fait beaucoup de métiers avant, finalement. C'est l'éthiopathie que j'ai rencontrée assez tôt sur mon parcours. Donc, je suis assez contente. C'est quand même 6 ans d'études, c'est un peu long. Donc, c'est vrai que si j'avais rencontré ça plus tard, j'aurais peut-être pas entrepris ces années d'études-là. Mais c'est ça, j'ai toujours été quand même assez intéressée, finalement, par l'humain, puis la santé. Comme j'étais très sportive, c'était important pour moi de connaître son corps, et puis d'avoir un corps qui marche bien, finalement. Donc, c'est ça, l'éthiopathie, ça m'a vite vraiment intéressée. Et puis à la base, je voulais être sage-femme, mais en éthiopathie, ce qui est bien, c'est tout type de personnes, hein, une personne âgée, un jeune, un bébé, une femme enceinte, un sportif. Donc ça m'ouvrait sur tout le monde et ça m'a très bien convenu très vite. D'accord, ouais, donc tu étais d'abord dans un parcours médical entre guillemets classique et puis tu t'es dirigée par tes événements de vie naturellement vers l'éthiopathie. Exactement, oui. Ok. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est l'éthiopathie? Oui. L'éthiopathie, c'est une méthode d'analyse des pathologies. Donc, éthio-hépatie, ça vient du grec. Éthios, aïta, la cause, et pathos, la souffrance. Donc, en fait, c'est vraiment d'essayer de déterminer la cause plutôt que de s'attaquer simplement aux effets. On identifie par un processus causal la cause à partir des phénomènes que vont présenter le patient quand il arrive dans le cabinet. Donc, en fait, on identifie la cause avec toutes les connaissances actuelles qu'on peut avoir sur l'anatomie, sur la physiologie, sur la clinique.
Donc c'est toute cette méthode-là. Et ensuite, nous, avec quoi on traite, c'est juste avec nos mains. C'est des techniques seulement manuelles. Il n'y a pas de médicaments, pas de compléments. C'est vraiment seulement manuel. Et avec tout ça, l'éthiopathie peut soigner de nombreuses pathologies finalement très communes. Et aussi, ce qui est très important, c'est que ce qu'on ne peut pas traiter, on est capable de quand même le remarquer pour réorienter les patients vers quelque chose qui est plus adapté à eux. Donc vous avez un petit peu ce rôle aussi de conseiller et d'ouverture sur d'autres méthodes pour pouvoir orienter le patient quand vous n'avez pas la capacité d'aller plus loin. C'est ça. En éthiopathie, là, c'est vraiment pour rester général. En fait, c'est une approche systémique du corps humain. Donc un système qui est composé de sous-systèmes, et on applique la cybernétique à la physiologie humaine. Donc c'est parce que les systèmes, ils sont les uns à côté des autres, c'est une chose, mais ils communiquent en fait ensemble. Donc avec la cybernétique, c'est comment ils communiquent ensemble. Donc comment ils communiquent ensemble quand ça se passe bien, et avec les connaissances en pathologie, en sémiologie, en clinique, de voir qu'est-ce qui a mal fonctionné à un moment donné et comment ça donne ce phénomène, ce symptôme que présente le patient aujourd'hui. Et donc cette approche-là reste globale, et c'est comme ça qu'on fait notre petite enquête. Et après, c'est des techniques manuelles, donc des techniques articulaires sur une articulation vertébrale ou une cheville, par exemple, ou du travail sur des tissus, des ligaments, le système digestif, sur la peau finalement. Oui, tu as vraiment cette approche globale parce que tu parlais justement d'interconnexion des systèmes. Donc, vous n'allez pas séparer les choses comme peuvent le faire certaines médecines, mais vraiment voir toutes les interconnexions qu'il y a entre les différents systèmes dans le corps humain. Ouais, c'est ça. À partir du moment où tu as une vision systémique, tu peux plus te spécialiser sur un endroit, en fait. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive avec un problème à un endroit, le jeu, ça va être de voir tout ce qui communique avec les variables d'entrée, les variables de sortie. Et t'es plus éthiopathe si tu te spécialises, puisque avec l'éthiopathie, on utilise vraiment l'approche systémique. Si tu restes bloqué sur un système et spécialiste de ce système, dans les définitions, en fait, c'est là que ça marche plus. C'est vraiment une approche globale. Et c'est pour ça qu'on peut aller voir un éthiopathe pour beaucoup de genres de troubles différents, finalement. Et est-ce qu'il y a des éthiopathes quand même qui se spécialisent un petit peu, peut-être plus sur un système qu'un autre, ou non? Théoriquement, non. Mais c'est vrai que plus on est stimulé vers un type de problème, plus on est connaisseur dedans. Donc c'est nos patients aussi qui finissent par nous forger un petit peu. C'est sûr que quand un patient ou deux patients ou trois patients sont très contents pour un même type de problème, ils vont parler de toi spécialement pour ça. Puis ils vont oublier les autres problèmes que l'éthiopathie peut régler, puisque eux, ça va être, tiens, elle m'a vraiment aidé pour mon lumbago. Donc, dès qu'il va rencontrer quelqu'un qui a un lumbago, l'enthousiasme de parler, j'ai trouvé la personne pour ça. C'est vrai que tu peux, au bout d'un moment, avoir des patients qui viennent beaucoup pour les mêmes choses. Ou quand on est une femme, on peut se retrouver à avoir beaucoup de femmes qui viennent consulter des femmes pour des problèmes liés au corps de la femme. Hein. Donc, on peut être un peu plus à l'aise, en tout cas, et mieux connaître certains systèmes et certains types de pathologies. Mais ça doit jamais nous empêcher de traiter autre chose. Et quant à la méthode de voir le corps humain dans sa globalité, c'est pas parce que c'est un sujet qui sort un petit peu de tes habitudes que t'es pas capable de raisonner et de trouver quand même la solution au problème, que ce soit la solution dans le cabinet ou par la réorientation vers un autre thérapeute. En plus d'apprendre toutes les connaissances sur le corps humain et les techniques pratiques, on apprend surtout quand même à raisonner et à se débrouiller avec à chaque fois un nouveau patient, une nouvelle problématique. Donc, c'est sûr que les personnes sont différentes. Donc, un éthiopathe peut être très intéressé par un sujet et puis un autre par un autre. Donc, vouloir plus creuser quelque chose qui le turlupine parce que dans son milieu, dans son entourage, quelqu'un est sujet à tel type de pathologie. Mais en cabinet, il peut pas dire, moi, je vais juste m'occuper des enfants ou moi, je vais juste m'occuper de gens qui ont du diabète ou des choses comme ça, quoi. On reste généraliste, même si on veut se passionner pour un sujet. L'éthiopathie fait que tu vois le système global et donc les systèmes communiquent ensemble et tu es capable de rester généraliste. Et justement, tu parlais de patients, tu parlais de toi pour certains troubles et que tu es arrivé à plus souvent ce type de troubles. Est-ce que toi, tu es amené à traiter des troubles récurrents? Pourquoi les gens viennent te consulter souvent? Alors, moi, étant une femme et comme je me suis beaucoup intéressée à la grossesse et à l'accouchement, j'ai eu beaucoup de ça puisque les femmes en parlaient entre elles. Tu sais, quand on a une infertilité qui est inexpliquée ou les douleurs liées à l'accouchement ou la médecine classique peut te dire oui, c'est normal, t'as les pieds qui gonflent, mais tu sais, ça passera quand t'auras accouché.
ces petites fatalités-là que finalement, avec l'éthiopathie, on peut beaucoup aider à ce que ce soit plus vivable. Les problèmes de femmes en général, hein, les règles douloureuses, les troubles liés aux hormones féminines. Donc ça, j'ai eu pas mal de ça. Et puis aussi, comme tout éthiopathe, les gens viennent d'abord nous voir parce qu'ils disent l'éthiopathie, ouais, c'est quelqu'un qui manipule le corps, c'est plus pour le mal de dos. Donc les gens viennent beaucoup quand ils connaissent pas trop l'éthiopathie et qui tentent pour la première fois, c'est beaucoup j'ai mal au dos ou j'ai une entorse en fait. Et c'est après en parlant, puisque comme on pose des questions sur autre chose, sur leur métier, comment ils se tiennent, est-ce qu'ils font du sport, sur est-ce qu'ils ont mal au ventre aussi qui est associé, est-ce que la douleur elle est associée à autre chose, et comme on s'intéresse aussi aux autres systèmes, c'est là que les patients peuvent se rendre compte que on peut m'aider pour mon mal de dos, mais c'est vrai que j'ai aussi tout le temps des brûlures d'estomac par exemple, ou j'ai tout le temps des problèmes de constipation. Ok, l'éthiopathie peut aussi marcher pour ça. Donc après, les gens viennent pour autre chose. Au début, c'est pas mal eux qui nous considèrent comme des spécialistes de la colonne vertébrale, on va dire, ou de l'articulation puis du squelette. Et c'est après qu'ils comprennent le fonctionnement qui est plus global et qui comprend aussi le système nerveux, donc les problèmes de névralgie, les problèmes digestifs, tout le reste, quoi. J'ai le dos bloqué, et puis après ça, ça va être plus fin, plus complet, plus global sur le corps, ouais. Et du coup, quand tu cherches ces interconnexions-là, là, on a parlé de problèmes physiques. Oui. Du coup, l'éthiopathie aussi amène à aller explorer les problèmes émotionnels et psychiques qui peuvent être liés à des troubles physiques. Alors ça, on a complètement conscience de tout ce qui n'est pas physique. Dans les termes qu'on utilise pour classifier les phénomènes, les causes, le lien qu'il y a, comment une pathologie s'installe, on parle aussi de lésions extrasomatiques, donc qui sont à l'extérieur du corps et puis qui viennent engendrer des stress et provoquer des phénomènes somatiques finalement. Donc on parle aussi beaucoup donc le psychosomatique, mais aussi le somatopsychique, comment des troubles digestifs peuvent rendre quelqu'un plus anxieux. C'est pas forcément l'anxiété qui fait mal au ventre, mais ça va aussi dans l'autre sens. Des fois c'est le cercle vicieux aussi qui s'installe, c'est souvent ça même. Mais parfois des gens n'ont jamais eu tellement de problèmes de stress extrême ou d'anxiété, mais c'est depuis qu'ils ont un trouble digestif, ils sont plus anxieux et donc ils vont se dire je suis anxieux. En fait c'est un phénomène, c'est pas tellement l'anxiété leur problème, c'est plutôt ce qui se passe au niveau digestif. On apprend avec le temps à voir les patients arriver, à voir comment ils expriment leurs problèmes, à voir leur posture. Et tu peux constater qu'il peut y avoir autre chose que juste quelque chose de physique. On les fait un petit peu parler, mais c'est vrai que s'il y a quelque chose dans le milieu extérieur, que ce soit un environnement toxique au travail ou au sein de la famille ou au sein des amis ou que ce soit une pathologie plutôt psychologique, quand on le remarque, là, nous, on peut pas vraiment aider là-dedans parce que c'est vrai que dans la psychologie, c'est encore un terrain qui est très, très vague. Il y a beaucoup de façons différentes et puis ça demande d'autres études. Et ce serait compliqué d'organiser des séances selon qu'on a besoin plus psychologique ou plutôt éthiopathie, technique manuelle. Donc là, l'important, c'est encore une fois de savoir réorienter. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des patients, alors complètement différents, mais il y en a une qui me revient en tête, qui était très très mal et en fait qui était en train d'avoir des souvenirs de traumatismes qu'elle avait eu dans l'enfance. Et donc, elle avait mal au ventre, elle n'arrivait pas à dormir et tout ça. Donc moi, je pouvais quand même l'aider un petit peu là-dessus, mais je savais que je pouvais pas l'aider. Ça allait pas durer dans le temps, qu'il fallait qu'elle aille rechercher ses souvenirs, qu'elle en parle avec quelqu'un et qu'elle arrive à comprendre ce qui lui était arrivé. Parce que moi, toute seule, là, j'aurais pas fait un traitement causal, en fait. C'était pas suffisant ce que je faisais. Et puis, j'ai pas les compétences pour pouvoir l'écouter, la conseiller. Mais c'est vrai que quand quelqu'un se met à pleurer d'un coup, quand tu touches à un endroit et que d'un coup, on te parle d'un truc très personnel, bon, là, c'est le moment de savoir réorienter la personne. Faut pas qu'elle reste seule là-dedans. Et puis, si on veut vraiment l'aider, c'est pas toujours évident de dire à quelqu'un va voir un psy parce que tout le monde n'a pas une bonne vision d'aller consulter un psychologue, mais c'est de réussir à amener le truc en disant c'est complètement normal d'aller voir un psychologue à un moment donné, de se faire aider à passer une certaine étape, de comprendre quelque chose. Il y a rien de tabou là-dedans, quoi. Donc ouais, c'est ça, c'est très intéressant. J'aimerais bien pouvoir moi en parler plus avec mes patients, mais c'est vrai que ça deviendrait une logistique très compliquée en fait. Et puis, comme tu disais au tout départ, c'est savoir aussi un petit peu ses limites et réorienter. Et est-ce que tu peux nous parler de comment se déroule une séance d'éthiopathie ? Alors, une séance d'éthiopathie, c'est assez court. Enfin, moi, je trouve pas ça court. Là, je trouve qu'on fait ce qu'il faut. On perd pas de temps. On fait ce qu'il faut. Mais c'est la réflexion de certains patients. Parfois ça, mais c'est tout. Ils trouvent ça court. Alors, parfois, ça dure un quart d'heure. Parfois, c'est 20 minutes. Parfois, une demi-heure. Donc, en fait, le patient arrive dans le cabinet. Donc, on laisse la personne se présenter. On demande toujours le métier puisque c'est quand même important de connaître l'environnement quand même. C'est un métier physique ou un métier justement très sédentaire. Et puis, d'expliquer
qu'est-ce qui se passe et les antécédents, les opérations, les accidents que les gens ont pu avoir dans leur vie d'avant, les médicaments qu'ils peuvent prendre, les traitements, les pathologies connues qu'ils ont, histoire d'avoir un beau regard sur la personne qu'on a en face de nous. Et ensuite, parfois les gens expliquent très très bien ce qu'ils ont, d'autres ont beaucoup de mal à parler d'eux, donc on est obligé de poser des questions puis d'orienter un peu pour comprendre ce qui se passe. Et pendant toute cette partie d'anamnèse et de discussion, c'est là que l'éthiopathe, dans sa tête, toute sa méthodologie justement pour voir le système dans sa tête, faire les liens entre les différents systèmes, essayer de trouver d'où peut provenir la cause de ce phénomène que le patient est en train de présenter. C'est là qu'il se passe beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on pose des questions sur d'autres systèmes. Donc parfois les patients, ça les surprend un peu. Pourquoi on me parle de mon dos alors que j'ai mal là, ou pourquoi on me parle de mon cou, est-ce que je tourne bien la tête, je comprends pas. Pour d'autres, c'est assez logique, ils se disent oui, c'est vrai que ça peut avoir un lien. Et ensuite, on a besoin de voir le corps, donc on va regarder la deuxième partie pour nous pour se faire une idée, c'est la peau peut donner beaucoup d'indices, la couleur de la peau, ou sa chaleur ou sa froideur, comment sont les contractions musculaires qu'on peut voir, les boutons, tout, on peut voir plein d'indices encore quand on voit la peau. Et puis ensuite, on va regarder un peu comment le corps bouge en faisant des petits tests quand la personne se penche ou on lui plie le bras pour voir comment le coude fonctionne. Donc on va regarder un petit peu comment tout ça bouge et justement essayer de détecter où est-ce que ça bouge moins bien, où est-ce que ça coince un peu, où est-ce que ça fait mal. Est-ce que quand j'appuie, si ça fait mal, d'essayer de provoquer la douleur, voir si on est capable de la retrouver, de l'individualiser. Quand c'est de notre sort, c'est de faire des techniques de manipulation. Donc, on va manipuler une articulation vertébrale ou travailler plus sur du système digestif et vasculaire, parce que dans l'abdomen, il y a le système digestif, mais il y a aussi énormément de vaisseaux, donc de masse sanguine qui peut se retrouver un peu ralentie à certains endroits. Et donc, on va choisir quelle technique de manipulation on fait aujourd'hui. Et puis, après ça, c'est fini. On laisse le corps, il a reçu plein d'informations. On va laisser le corps réagir avec ça. On a redonné de la mobilité. On a fait plein de stimuli un peu, pas un peu partout, mais dans les endroits qu'on a ciblés. Et suite à ça, le corps va réagir. S'il a retrouvé de la mobilité à un endroit, ça va débloquer certaines choses. Et il va y avoir une autre suite de cause à effet qui va se mettre en place. Et ça va se passer chez le patient. Donc, en général, on le revoit une semaine après. Et puis, après ça, on voit alors comment ça a été. Il y a des gens qui ont eu énormément de courbatures, d'autres qui ont eu une douleur qui s'est exacerbée, d'autres ont déjà 50% de mieux. Les réactions sont vraiment différentes selon les gens parce que on est tous faits sur le même moule avec nos deux bras, nos deux jambes. Enfin, on a tous le même nombre de vertèbres et tout ça, mais on est tous différents parce qu'on n'a pas la même vie. Quelqu'un qui est sportif, quelqu'un qui est très sédentaire, quelqu'un qui a déjà eu des accidents, quelqu'un qui a 60 ans, quelqu'un qui a 30 ans. Donc, les réactions vont vraiment être différentes. Et après ça, on repart. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à la deuxième séance? Et puis, on continue comme ça jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus rien, en fait. Ouais, donc c'est à toi, en tant qu'éthiopathe aussi, de t'adapter en fonction de la personne que tu as en face de toi et de savoir comment l'appréhender. Ouais, exactement. Et est-ce qu'il y a des contre-indications? Je dirais non, parce que faut aller voir un éthiopathe pour lui poser la question. L'éthiopathe va te demander de te présenter et de parler des pathologies que tu as ou que tu as eues. Et c'est lui, après, qui va savoir s'il doit ou non manipuler ou alors comment il doit adapter sa technique. Parce que c'est vrai qu'on a des techniques de manipulation pour manipuler des dorsales, par exemple, chez une personne qui est plus âgée ou qui est connue pour avoir un squelette très fragile. On va faire des techniques beaucoup plus douces. Que chez une personne jeune, on va aller sur une technique qui est plus directe. On a des techniques qui sont indirectes, des techniques plus directes. Et donc, on va adapter, c'est à nous de nous adapter aux patients. Donc, il n'y a pas de contre-indication. Et le cas où l'éthiopathe ne va pas manipuler, il va le dire, il va expliquer pourquoi. Et en fait, il y a certains cas chez des gens qui ont des cancers ou des pathologies lourdes et où on ne peut pas vraiment manipuler comme on le ferait sur une autre personne. C'est comme passer un contrat avec eux et dire, regarde, là, avec la pathologie que tu as, ce que je vais faire, malheureusement, ça sera pas causal, ça sera symptomatique. Mais au moins, je vais pouvoir, ça va revenir à chaque fois, ta douleur. Par exemple, chez quelqu'un qui a une spondylarthrite ou qui a une pathologie vraiment trop avancée ou trop importante. Mais je vais quand même pouvoir soulager tes douleurs et améliorer ta qualité de vie, même si ça revient et même si tu dois revenir le mois prochain, puis que toi, ça va être un peu ta vie de devoir venir chez l'éthiopathe tous les mois ou tous les 2 mois. C'est pas causal, je te fais pas quelque chose où après on fait une croix sur cette pathologie puis on passe à autre chose. Pour toi, ce sera à chaque fois de retravailler sur cette douleur-là qui reviendra parce que tu as une pathologie qu'aujourd'hui on n'arrive pas à traiter, quoi.
Et du coup, oui, c'est clair que c'est autant finalement un raisonnement, l'éthiopathie, une méthode qu'une technique manuelle, quoi. Oui, parce que les techniques manuelles, c'est vrai que c'est les mêmes qui existent depuis déjà très très longtemps. Elles peuvent être un petit peu adaptées quand même selon chaque pratique, mais on n'a pas les articulations, elles sont faites comme elles sont faites. Donc de toute façon, si on veut pouvoir redonner de la mobilité à une articulation, il faut regarder comment les surfaces articulaires sont orientées, comment l'articulation bouge dans sa physiologie, et tu peux pas juste forcer le passage. Donc c'est vrai que dans les nombreuses thérapies manuelles qui existent, il y a des techniques qui se ressemblent, voire qui sont carrément les mêmes. Après, c'est ça, c'est la méthodologie, comment conceptualiser le corps humain, comment conceptualiser aussi la maladie, redéfinir les termes, les reclasser selon les causes, les effets, comment l'un interagit avec l'autre. C'est vraiment cette partie-là qui fait de l'éthiopathie, quoi. Tu parlais d'interaction dans le corps. Est-ce que tu fais aussi des liens entre justement l'humain, son bien-être et celui de la société et de la planète? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces interactions-là? Quelle est ta vision, toi, sur le sujet en tant qu'éthiopathe et en tant que Stéphane, une femme de tous les jours? Alors, oui, donc effectivement, les liens entre les humains et l'environnement, il y en a énormément. Quand tu vois le corps humain comme un système composé de sous-systèmes qui interagissent ensemble, tu peux pas juste arrêter à son enveloppe corporelle, tu es obligé de t'intéresser aussi aux stimuli qu'il reçoit de l'extérieur, aux variables d'entrée et aux variables de sortie. Donc déjà rien que pour pouvoir vivre, faut manger. Par exemple, si tu as une voiture essence que tu mets du diesel, elle marchera pas du tout. Donc là, c'est pareil avec nous. On a besoin de manger. Selon la qualité ou la quantité, ça va avoir des répercussions sur notre santé, puis que ce soit physique ou morale finalement. Hein. Et pareil, on a besoin de respirer aussi. On peut pas vivre en apnée. Donc il y a plein de liens à faire tout le temps. Et justement, moi, ce que je trouve un petit peu difficile en soignant des gens, c'est que parfois on a beau comprendre d'où vient le problème, on peut pas le résoudre nous-mêmes puisque il y a de la pollution dans les légumes que la personne va manger, mine de rien. Il va y avoir soit plein de pesticides parce que l'agriculture est comme elle est, ou les poissons qu'on pêche sont pas forcément en bonne santé, ou même les animaux qu'on consomme qui sont dans des élevages intensifs, pas en bonne santé, et du coup la viande est pas bonne qualité. Et on le remarque en fait tous les jours. On le sait dans notre société, le cancer c'est devenu un mot commun, quoi. Ça fait partie du langage de tous les jours. Tout le monde connaît quelqu'un qui a eu le cancer, quelqu'un qui s'en est sorti, quelqu'un qui s'en est pas sorti. C'est devenu la maladie normale à avoir passé un certain âge parce que notre environnement devient, on n'est pas tellement adapté. L'alimentation a énormément changé, mais notre corps peut pas changer aussi vite. Quand tu habites dans une ville qui est très très polluée, forcément ça va avoir des répercussions. Il va y avoir plus d'allergiques ou plus d'asthmatiques parce qu'ils sont dans une grosse ville très très polluée. Donc, il y a plein de liens et donc ça montre vraiment l'importance de faire attention à soi, aux autres et pas forcément à la planète, puisqu'on peut pas vivre sans la planète finalement. On est dessus, on dépend de tout ce qu'elle nous donne pour pouvoir survivre. Ouais, on est obligé d'y faire attention, mais c'est vrai que juste en tant qu'éthiopathe, parfois c'est un petit peu déprimant de se dire tiens, il y a tout ça qui va pas. Moi, je peux pas aider cette personne parce que de toute façon, il y a un petit poison qui est là et que je peux pas enlever en fait moi toute seule. Ouais, mais après, tu permets, on parlait de raisonnement et méthode, justement par ce raisonnement d'interconnexion et de globalité, ouvrir la conscience et à ce raisonnement-là et peut-être aussi à agir pour eux en ayant ce raisonnement-là, mais aussi à agir pour la planète et également dans leur relation avec les autres, à avoir un petit peu cette sensibilité au fait que tout est interconnecté. Oui, c'est sûr. C'est sûr, et puis en plus, ceux qui viennent consulter un éthiopathe sont en général déjà ouverts à autre chose que ce qui est classique et très connu de tout le monde. Donc, ils ont déjà fait une démarche de vouloir tester quelque chose de différent. Ils ont la démarche de prendre leur santé en main différemment et de vouloir comprendre un peu ce qui se passe. Et puis après, c'est selon les gens. Il y a des gens qui ont envie d'avoir des conseils, qui ont envie de comprendre, d'autres pas vraiment. Donc, moi aussi, j'ai appris à m'adapter un petit peu pour pas m'épuiser à vouloir dire des choses qui finalement serviront à rien. Tu sais, parfois, faut aussi s'économiser un peu. Donc, les gens qui ont envie, puis qui ont envie de savoir comment ils peuvent changer quelque chose pour eux, et du coup, ça a des répercussions sur les autres. Donc là, c'est intéressant, ouais. Et oui, c'est ça. Puis c'est très gratifiant, effectivement, quand tu tombes sur un interlocuteur qui est un peu perdu, puis qui sait pas comment faire pour aller mieux et qui sait pas quel genre de consommation il peut changer pour changer sa santé.
et qu'il est très réceptif et que ça lui apporte beaucoup de bénéfices, pour moi c'est hyper satisfaisant là d'avoir quelqu'un qui a réussi à changer 2-3 choses, que ça lui a apporté beaucoup de bien-être, que ça lui change, parce que finalement ça te change la vie quand ça permet de résoudre un problème de santé, que tu as pu y penser le matin, le soir, que tu arrives à bien dormir, ça change ton quotidien, que tu arrives à refaire une activité que soi-disant tu n'étais plus capable de faire à cause de telle douleur. Pour moi en tout cas c'est vraiment satisfaisant, ça donne ça a du sens pour moi de faire ce métier-là qui apporte quelque chose aux gens et ouais, c'est ça, j'apporte quelque chose sans enlever rien à personne en plus. C'est ça qui est doublement cool. Oui, puis tu apportes tant aux gens que finalement aussi à la société et à la planète, justement, parce que les gens, plus ils prennent la responsabilité de ce qui leur arrive, plus ils se responsabilisent aussi vis-à-vis de l'extérieur. Ouais, c'est sûr. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Stéphane, pour le temps que tu as pris pour cette interview. Et puis, écoute, comme tu es sur ton voilier, je te souhaite bon vent. J'espère que les explorations des prochaines semaines et des prochains mois vont être très belles. Oui, merci beaucoup. En tout cas, si j'ai pu éclairer un petit peu sur l'éthiopathie ou donner des idées à quelqu'un qui cherche une nouvelle thérapie ou juste une question, si ça peut aider au moins une personne, c'est déjà super. Et ouais, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle fin de journée, puis à bientôt. Bonne journée à toi aussi et à la prochaine, avec plaisir. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoyère, créatrice de lumière. À bientôt!